Bienvenue dans cette seconde partie consacrée au FR8. Donc cette fois, on va s'intéresser au paramétrage de Betaflight. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de discussion. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et on démarre tout de suite. On va commencer par binder notre RX avec la radio. Pour ce faire, on allume la Tango 2. Vous laissez le doigt sur menu et vous arrivez sur le petit menu TBS Agent Light. Vous sélectionnez le TBS Agent Light, vous rentrez dans la partie Tango 2 XF au niveau de la radio, donc là on est au niveau du TX, et vous avez évidemment Radio Setting et vous avez Bind. On va brancher par USB et je vais alimenter mon RX. Donc ce qui est intéressant, je vous le montre là, voilà, ça clignote vert, c'est qu'il est prêt en position de Bind. Donc si ça clignote rouge, il faut appuyer sur le petit bouton qu'on voit là. On revient sur la radio et j'appuie sur Bind. On va voir s'il se passe quelque chose. Enter Execute. Voilà, Binding. En priorité, il faut mettre à jour la partie XF, là, le TX, via le client TBS Agent Desktop. On va aller sur Firmware. Là, je suis dans cette version-là. Et on va partir en 6.42, qui est la version publique. Pour prendre la version publique, éviter de partir sur des bêtas. Et nous allons mettre à jour via ce petit client. Update to 6.42. Donc en fait, ce qui se passe ici, voilà, là, il nous fait la petite mise à jour. Ma radio était dans une version cohérente avec mon ancien RX. Ayant racheté un TBS Unify, il arrive avec sa propre version de firmware et du coup, ça nécessite en amont une mise à jour du firmware de l'émetteur pour que le récepteur soit en phase avec lui. Voilà, donc là il redémarre. On va se remettre en mode agent. Donc vous n'aurez peut-être pas à faire cette mise à jour en fonction de la version de votre radio. Voilà, donc la mise à jour a été faite côté Tango 2 XF. Donc on peut sortir de là. On va refaire un petit tour sur les firmware pour vérifier. Voilà, on est bien current en 6.42. Donc je vais éteindre la radio. Je la débranche. Et je la rallume. Bienvenue sur Tango 2. Je refais menu. Maintenant que notre XF a été mis à jour, on repart dans Tango 2 XF et on refait Bind. Enter. Voilà, on arrive sur Binding in Progress. Là, il y a une petite couleur violette qui clignote, ce qui signifie... je sais pas si on va voir, là c'est passé en bleu. Donc RX Diversity 619. Confirmation needed. Donc on fait Enter. Et là il est en train d'updater la partie RX, donc la cible. Là jusqu'ici on vient d'updater la radio avec le TX, l'émetteur, et là on update le récepteur. Alors je détaille pour les débutants, évidemment si vous avez déjà monté plein de quads, ça va pas forcément vous intéresser. Voilà, binding, ok.
trouvé. Donc là, c'est bien vert. Une fois qu'il met Binding in Progress, vous sortez au niveau de la radio. Quand il dit télémétrie retrouvée, c'est que voilà, il a retrouvé ses petits. Donc nous sommes à présent à Perret. Pour mettre à jour et paramétrer la partie Betaflight sur ce quad, donc vous commencez par brancher le petit câble USB-C au niveau de la carte de vol. Idéalement, il faut commencer par flasher votre carte pour la mettre à jour. Je vais vous montrer la procédure. Moi, normalement, je suis à jour, mais c'est une procédure qui se pratique avant toute soudure pour conserver la garantie. Vous allez cliquer sur mise à jour du micro-logiciel. Donc vous mettez en mode expert. Vous affichez les versions Release Candidate, sauf si vous êtes joueur. Vous faites détecter automatiquement. Bon, là, il me trouve la Kakut H7. Donc je suis en 4.5.2. C'est la version qui est en place déjà sur la carte. Si jamais vous avez besoin de la mettre à jour, il faut bien sélectionner effacement complet de la puce. Là, je ne vais pas le faire. Vous faites charger un firmware online et ensuite, vous faites flasher le firmware. Donc première chose, vous voyez un message d'erreur, donc ça on va s'en occuper tout de suite après l'avoir branché. Donc on vous parle de l'accéléromètre qui n'est pas calibré, c'est tout ce qu'il voit pour le moment. La première chose, ça va être de vérifier le sens d'orientation de l'AFC pour vérifier s'il n'est pas dans le bon sens. Vous allez dans configuration à gauche. Et si jamais vous ne l'avez pas monté comme moi, sens en avant avec la petite flèche en avant et vers le haut, évidemment il faudra agir là-dessus pour qu'il y ait une cohérence quand vous allez dans le premier panneau et vous soulevez comme ceci la tête du quad et vous voyez qu'il se soulève. Je suis sur une surface qui est bien plane, donc on va pouvoir faire calibrer l'accéléromètre. Donc c'est fait, on se déconnecte, on se reconnecte. Et là, j'ai plus le message d'erreur. Au niveau des ports, donc on va sur le deuxième onglet. Donc en fait, il s'agit de choisir ici le périphérique qui communique sur quel UART. Notre RX, on sait qu'il est dans notre configuration. Je vous mets le schéma. Donc on sélectionne le RT6 et on fait sauvegarder et redémarrer. On a activé l'UART6 pour le RX. On va activer également notre VTX. Donc on peut passer par un preset, moi je vais le faire à la main, je trouve ça plus simple. On active la configuration MSP de l'UART1, ça c'est pour le VTX. Et pour la partie périphérique, du coup, on lui sélectionne VTX MSP plus DisplayPort. Donc par rapport au câblage que j'ai réalisé. Ça sera validé avec DigiO4. Et on va faire aussi sur l'UART4, ici, je vous renvoie au schéma, on va activer l'entrée capteur de notre GPS. Et on va le paramétrer sur 57 600. Donc ça c'est la valeur moyenne, donc on fait sauvegarder. Sur l'onglet configuration, j'ai bien l'accéléromètre qui est coché, j'ai bien le baromètre. Faut pas cocher le magnétomètre parce que si vous en avez pas, la carte va vous montrer une représentation. Si ça va tourner tout seul, de manière anormale, au ralenti. Vous pouvez mettre un nom à votre quad. Bon, le mien il s'appelle Crazy 8. Ça c'est pour le cas où vous avez plusieurs quads, vous enregistrez des profils pour savoir où vous en êtes dans l'OSD. On va activer RX Lost et RX 7. Ça c'est pour faire biper les moteurs par défaut si vous n'avez pas de beeper auto-embarqué. Là, moi c'est le cas, mais j'aime bien avoir aussi les moteurs qui bipent. Comme ça, s'il y a une défaillance sur le beeper autonome, j'ai ceinture et bretelles. Ensuite, on activera le GPS, donc on sauvegarde et on redémarre pour l'instant. Les modes. Moi, je vais paramétrer ce que j'utilise habituellement, hein, évidemment. Armée, ça c'est le premier truc de base. Vous pouvez prendre la radio pour tester. Voilà. Moi, j'utilise l'auxiliaire 3 parce que c'est un interrupteur à 2 positions, ça fait un petit peu comme un préarmement. Ensuite, le mode angle, je vais ajouter une plage. Donc lui, c'est l'auxiliaire 4. Et idem, c'est celui-ci. Donc là, je passe en mode angle.
le beeper en auxiliaire 1. Auxiliaire 1, c'est celui-là, ça bip. Et en double armement, notre GPS Rescue, donc lui, on va le rajouter. Je le mets sur l'auxiliaire 2. Donc l'auxiliaire 2, c'est celui-ci. Et je le mets complètement à droite. Voilà. Donc, ce qui nous fait arme, angle, GPS Rescue et beeper. On fait une petite sauvegarde. On voit qu'ici, il y a le baromètre qui est actif, l'accéléromètre, le gyroscope évidemment, et le GPS maintenant. Au niveau du GPS, on va utiliser u-blox, Galileo, et on définit le point de départ une seule fois, et aucun type d'assistance au sol. Alors, Galileo, c'est pour qu'il retrouve ses petits copains. Là, il capte rien parce que je suis à l'intérieur d'un bâtiment. Définir le point de départ une seule fois, ça évite que si vous vous posez à 10 km de chez vous et que vous désarmez, vous réarmez, ça évite que on perde le GPS. Du coup, ça lui permet de rentrer à la base. Voilà, donc là, on sauvegarde, on redémarre. On a vu la partie récepteur qui fonctionnait. Là, ça bouge bien. Vous avez la visibilité de votre drone avec les valeurs qui peuvent bouger. Elles vont pas forcément bouger dans le bon sens. Ce qui m'est arrivé, c'est que le drone tournait sur lui-même. Donc ça, c'est l'ordre des voies. Hein. T pour throttle, d'ailleurs il vous le met là, A, roll, pitch, etc. Je suis passé de cette valeur-là à TAER 1, 2, 3, 4. Et ça, en fait, il le prend en compte uniquement quand vous faites enregistrer. Donc je suis en type de récepteur CRSF. RC Smoothing, on le laisse à on. Moi je vais passer en manuel, mais ça c'est propre justement à ce drone-là, suite à des tests que j'avais fait. Donc je vais remettre ce type de paramétrage. Les bandes neutres, Yo et RC, c'est si jamais vous avez des petits mouvements ici et que ça vous dérange. Vous pouvez mettre 1 ou 2 ou 3, mais pas plus. Donc je fais enregistrer, évidemment je suis en Crossfire, et là je suis en série via UART, le câblage, on va dire classique. Quand on va sur les moteurs, moi par défaut je suis en DShot 600 parce que j'ai une H7. Si vous êtes en F7, ça peut être du 300. Je vais passer en DShot bidirectionnel parce que je suis avec un firmware ESC compatible en BLLI 32. Donc j'accepte le risque. J'ai pas mis à jour mes ESC, mais on va dire que je ferai la vérification plus tard, mais a priori ça devrait être bon, puisque les firmware n'ont pas changé sur BLLI 32, sauf erreur de ma part, à confirmer. On va passer avec une lipo, donc évidemment vous enlevez les hélices de votre quad, sinon vous risquez de vous le prendre dans la figure. Ici, là, on a le nombre d'aimants sur la cloche moteur. Les 5 pouces en ont 14, bon là on est en 8 pouces, il faut reprendre la doc pour les F100 de chez T-Motor, je sais plus si c'est 12 ou 14, je vous le mettrai en commentaire. On commence par activer ça, ah oui, il faut enregistrer les paramètres, puisque j'ai modifié, je suis passé en DShot bidirectionnel. On active ici. Ensuite, vous prenez une lipo. Donc on branche la lipo. Première chose, on va tester que les moteurs tournent. Donc je vais démarrer tout doucement les 4 d'un coup. Donc on voit qu'ils tournent. Tournent pas tous dans le même sens, mais peu importe, ça c'est le câblage. Donc ça c'est le premier bon point. Alors on est en Quad X, je fais arrêter les moteurs. Donc on va réordonner les moteurs déjà, on va commencer par là, je comprends les risques, les hélices sont retirées et on démarre. Donc c'est celui en bas à droite. Ok. Celui en haut à droite. Bas à gauche. En haut à gauche. On enregistre. Voilà. Buzzer autonome se fait plaisir. On retourne dans les moteurs. D'abord, je vais faire fermer. Je suis en sens de rotation inversée, moi. C'est-à-dire que les hélices partent vers l'extérieur. Ça, c'est super important parce que vous pouvez avoir réglé
le moteur dans le bon sens, ça peut mettre un bordel pas possible. Donc on re-sauvegarde. Et je me dépêche, on fait la direction des moteurs. Hop, hop, parce que je voudrais éviter de cramer mon VTX. Ça va toujours. Alors, démarrer les moteurs. Lui c'est bon. Lui, il est pas bon. Le 1 n'est pas bon. Ok. Le 2, il est pas bon. Et le 4, il est pas bon. Voilà. On remet la batterie. On lance tous les moteurs en mettant maître. On vérifie. Là, ça va vers l'intérieur. Et là, ça part vers l'extérieur. Donc, c'est bon. Donc maintenant, on va aller sur la partie failsafe. Avant d'avoir paramétré le GPS Rescue, ça fera l'objet d'un chapitre. Il faut faire un certain nombre de relevés de valeurs, de throttle, etc. pour pouvoir le paramétrer. Donc on va pas s'amuser à l'activer maintenant. On reste en procédure basique. Failsafe, il tombe au bout de 1 seconde et demie. Par contre, je vais reprendre les paramètres que j'utilisais avant. Donc, en montée, en cas d'activation du GPS Rescue, je commence par monter de 30 mètres, donc ça évite un certain nombre de problèmes, notamment les arbres. Return ground speed mètres par seconde, donc on va partir à 8. Ça c'est la vitesse de retour. En fait ça c'est un paramétrage qui doit s'affiner, qui doit être correct, sinon votre GPS Rescue vous ferait n'importe quoi. Donc là j'étais à 1270. Évidemment là j'ai pas démarré le drone, donc on va dire ça n'a pas un sens, ça n'a pas une exactitude parfaite, mais ça permettra déjà d'avoir une base. On va paramétrer la partie OSD. Donc moi je vais reprendre ce que j'avais précédemment. Donc j'avais fait quelques sauvegardes sur mon OSD. Je mets la fenêtre principale à droite et ce que j'ai sauvegardé c'est en dessous. Donc première chose, l'altitude. Donc on va mettre 100 décimales. Donc moi j'ai un barreau, donc un baromètre. Donc j'ai besoin d'avoir l'altitude. Je veux savoir si c'est désarmé, distance du point de décollage, distance parcourue en vol, ça j'aime bien. On va mettre les avertissements système. Jusqu'ici j'avais des Google V2, donc là je vais passer en Google 3. Je vais avoir surtout l'OSD qui va être sauvegardé, ce qui n'était pas le cas avant. La tension des lunettes, position des gaz. Les profils, ça peut être intéressant pour les PID par exemple, si vous avez plusieurs profils, ce qui était mon cas à une époque. J'en avais un pour les LiPo, un pour les Lion. Les rates, la puissance du lien TX et la qualité du lien. Il y a la puissance du lien, ça c'est une chose, et voilà le RSSI DB. Donc les deux valeurs qui vont servir en cas de perte de signal, c'est le link quality et le RSSI DB. Le RSSI DB, c'est si jamais votre antenne est déconnectée du RX, ça peut poser souci, et du coup vous aurez une perte, y compris quand vous êtes à 10 mètres, vous aurez une alerte. Moi j'en avais pas avant quelques kilomètres, et tout à coup je l'ai eu, donc c'est qu'il y avait l'âme d'un câble qui s'était défaite. Donc ça c'est très utile, ces deux petites valeurs là, pour savoir, et d'une, si vous avez un lien pourri parce qu'il y a énormément d'interférences sur le site où vous volez, ou si vous avez subi un crash et que du coup il faut vérifier. La tension moyenne d'une cellule aussi, le nombre de satellites, parce qu'en fait en fonction des paramètres vous pouvez décoller avec un nombre minimal de satellites, et s'il n'est pas atteint, le quad ne décolle pas, ce qui peut être à la fois utile mais problématique si vous voulez faire des tests. La vitesse du GPS,
Le nombre de milliampères de la batterie consommée, ça j'aime bien l'avoir. Le mode de vol, bon, je vole toujours en accro, mais si jamais je suis en angle, j'aime bien le savoir aussi. Nom de l'appareil, si vous avez plusieurs drones, ça peut être utile. La position des gaz, voilà. Ça c'est les statistiques de vol. Est-ce que je vais rajouter des choses? Distance de vol totale, ça c'est bien de l'avoir. Distance totale parcourue lors du vol. Et les alertes, évidemment. RSSI DBM et Link Quality. Donc ça, ces valeurs-là, on les affinera au fil du temps. On est en métrique, HD, le profil OSD 1, nombre de RSSI minimum en DBM, ça peut être pas mal pour voir si on a frôlé la cata. Et idem pour la qualité minimum de la liaison, pour voir si vous êtes dans une zone effectivement avec des perturbations. Alors pour l'OSD, une fois que vous avez fait votre petit paramétrage, donc là j'ai revu quelques alarmes, mais bon ça je vais les affiner plus tard, vous avez tout qui va se retrouver au centre, donc ça va être à vous de le répartir sur les côtés, comme j'ai fait, donc vous prenez en glisser-déplacer, là c'est l'alerte de Link Quality, moi au centre j'ai une croix, j'ai un viseur. Il y a une chose aussi que j'ai oublié qui est très importante quand vous avez le GPS et que vous faites du long range, c'est la direction du point de décollage, parce que évidemment ça vous met une petite flèche qui vous donne la direction pour revenir. Donc en drone FPV, la première règle que vous avez dû apprendre, c'est vous repérer et être capable de revenir à votre point de départ. En long range, c'est encore plus compliqué. Si vous n'avez pas un peu testé le terrain avant, c'est super risqué et c'est super facile de se paumer au-dessus d'un bois, d'une forêt, dans la montagne. Donc la petite flèche, elle est ultra importante, ainsi que certaines données du GPS, la distance parcourue avec l'altitude, etc. etc. quoi. Donc une fois que vous avez sélectionné évidemment toutes vos valeurs, vous faites sauvegarder. Donc voilà, cette vidéo est terminée sur la seconde partie du paramétrage de Betaflight consacré au FR8. Donc je vous remercie de vous abonner et de liker. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie de cette série qui concernera le réglage des PID et des filtres du FR8. Et on abordera également dans un prochain chapitre la partie GPS pour le Return to Home. À bientôt.